La nuit enveloppait Paris, non d'un doux manteau, mais plutôt d'un linceul épais et oppressant, imprégné des senteurs d'humidité et de poussière séculaire. La majestueuse et sombre Opéra Garnier s'élevait au-dessus de la ville endormie, ses façades se perdant dans une noirceur abyssale. Seules de rares lumières filtraient à travers les hautes fenêtres, telles des étoiles condamnées, scintillantes dans l'obscurité impénétrable. C'est là, dans ce sanctuaire d'art et de secrets oubliés, que nous nous sommes dirigés, une équipe d'enthousiastes, fascinés par les fantômes du passé et obsédés par le désir de percer l'une des légendes urbaines les plus tenaces de France. Mon nom est Arthur, et j'étais le chef de cette plongée, qui s'avéra par la suite suicidaire, dans l'abîme. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur, contournant la garde vigilante, mais, comme il s'est avéré, non omnisciente. L'air à l'intérieur était dense et lourd, saturé des effluves de l'ancien temps. Ici se mêlaient la poudre, le velours, la sueur et quelque chose d'autre, d'une inquiétude insaisissable, comme si l'histoire elle-même y respirait et y murmurait ses secrets. Chacun de nos pas sur le parquet usé résonnait, se multipliant dans les salles vides, créant l'illusion d'une présence invisible. Les caméras montées sur nos casques scintillaient d'une lumière verte, enregistrant chaque courbe de la dorure, chaque recoin poussiéreux, chaque spectre du passé que nous avions si maladroitement dérangé. Anya, notre génie technique, marchait devant, ses doigts virevoltant sur sa tablette, analysant continuellement les relevés des instruments. Maxim, skeptik i główny operator, szedł śladem. Jego wzgląd przywyksika obiektywu. Teper bezpokojno skolzil po teniam, wyskiwaja to, czego nie должно było существовать. Legenda o prizrake opery, ili fantomy, jak ego określili sami slusiteli kulis, była stol z drewnej, jak i samo zdanie opery. Говорили o taństwnej figury, obitajuszczej w ego temnik podzemeliak, o ego zagadochnik zlodejaniak i o ego strastnoj, no bezodvetnoj lubi ka odnoj i samik blistatelnik primadon. Однако наша цель выходила за рамки этих историй. Мы не просто искали призрака. Мы жаждали найти неоспоримые доказательства его существования, задокументированные факты, способные кардинально изменить общепринятое представление об этом месте, которое для большинства было лишь воплощением архитектурной красоты. Мы стремились прикоснуться к истинной, подлинной истории, укрытой под плотным покровом мифов и домыслов. Первые часы нашего исследования были посвящены изучению величественных залов. Мы бродили по фуефуе, чьи зеркальные стены, казалось, с каким-то зловещим любопытством отрачали наши бледные лица и наполнение тревогой взгляды. Затем был большой зал, где сейчас царила полная тишина, нарушаемая лишь тихим, прерывистым дыханием исследователей. Казалось, солокяная лепнина озивает в полумраке, а огромная люстра, подобно единственному глазу мифического циклопа, немигающе смотрела на нас сверху. Finalement, nous nous sommes résolus à descendre dans les sous-sols, ces lieux où jamais le pied d'un visiteur ordinaire n'avait foulé le sol. Là, une obscurité humide et poisseuse nous a accueillis, imprégnée d'une odeur de décomposition et de moisissure séculaire. Des labyrinthes infinis de couloirs humides semblaient des portails menant aux profondeurs même de l'oubli, où le temps, lui, paraissait s'être arrêté pour toujours. Ici, en bas, l'air
l'air devenait palpable, presque oppressant, comme si une présence invisible respirait discrètement dans notre nuque. Soudain, Anya s'est immobilisée, un air de perplexité se peignant sur son visage. « Très étrange », a-t-elle murmuré, le regard fixé sur l'écran lumineux de sa tablette. Les relevés du champ électromagnétique bondissent littéralement, dépassant toutes les limites imaginables. Il y a décidément quelque chose ici, quelque chose qui ne correspond en rien à la norme habituelle. Maxime s'est raidi, dirigeant lentement sa caméra vers une ouverture sombre béante. Et c'est précisément à cet instant précis que nous l'avons entendu. Un son doux, intermittent, à peine perceptible, rappelant le froissement de papier sec ou un grattement lointain et sec. Il provenait des profondeurs d'un long et sombre couloir. D'un geste, je demandai à tous de rester immobiles, sans un bruit. Le son répétitif retentit à nouveau, cette fois bien plus proche, me glaçant le sang. C'était un bruit totalement inconnu, inquiétant, sans équivalent à tout ce que nous avions jamais entendu auparavant. Nous continuâmes à avancer, nos pas prudents sur le plancher grinçant, chaque bruissement résonnant dans le silence comme un coup de tonnerre ou un coup de feu soudain. Soudain, du cœur de l'obscurité impénétrable, une vieille feuille de papier, jaunie par le temps, tomba sans un bruit sur le sol. Le cœur battant, je me penchai et la ramassai avec précaution. Ce n'était qu'un fragment de lettre, écrit d'une calligraphie complexe et désuète. Les mots étaient flous, presque illisibles, mais je parvins à déchiffrer quelques phrases sinistres. Ils regardent, ils observent toujours. Ne croyez jamais ce que vos yeux vous montrent. La vérité se cache, bien plus profondément, avant même que j'aie pu lire davantage. Le parchemin sous mes doigts s'est soudainement et inexplicablement dissous en une fine poussière grise, comme s'il avait été touché par un courant d'air inconnu. Qu'est-ce que c'était ? S'échappa de Maxime, et sa voix tremblait distinctement. Anya scrutait fébrilement l'espace autour de nous, tentant de saisir l'essence de ce qui se passait. Juste de la poussière ordinaire, répondit-elle. Mais une perplexité brillait dans ses yeux. Comment a-t-elle pu se désintégrer aussi instantanément ? La tension, telle une corde tendue à l'extrême, flottait dans l'air, devenant presque palpable. Nous sentions clairement que nous n'étions pas seuls, que nous étions observés sans être vus. Des yeux invisibles, perçants et attentifs, suivaient chacun de nos mouvements, chacun de nos gestes. Il semblait que ce bâtiment ancien lui-même, cet opéra, se soit éveillé à la vie, se transformant en un piège ingénieux et impitoyable. Le lendemain, de retour dans notre modeste laboratoire temporaire, une pièce en désordre dans un hôtel discret non loin de là, nous nous sommes plongés dans l'analyse de tout ce que nous avions réussi à recueillir. Les enregistrements des nombreuses caméras que nous avions équipées pour toute éventualité foisonnaient d'anomalies effrayantes et inexplicables, nous entraînant de plus en plus profondément dans le mystère. Dans l'un des couloirs faiblement éclairés, sur l'enregistrement même de Maxime, une ombre fugace avait traversé l'image, si rapide qu'aucune nature humaine n'aurait pu développer une telle vitesse. Dans la seconde qui suivit, l'objectif d'une autre caméra avait capté un mouvement à peine perceptible dans une pièce absolument vide. On aurait dit qu'une créature invisible avait glissé sans un bruit
juste devant son œil de verre. Quant à Anya, en approfondissant l'écoute des matériaux, elle avait découvert sur les bandes quelque chose de totalement inexplicable, d'étranges anomalies audio, des voix silencieuses, à peine audibles, qui ne pouvaient appartenir à aucun d'entre nous. Elles sonnaient comme des bribes de conversation oubliées depuis longtemps, s'entremêlant à des murmures discrets et à des sanglots. Une attraction inexplicable, une soif intolérable de percer. Ce mystère terrifiant nous ont conduits à décider de retourner dans le vieil opéra. Cette fois, nous étions prêts à tout, armés d'un équipement bien plus sensible, des détecteurs de mouvement de nouvelle génération et des caméras infrarouges, capables de capturer ce qui est caché à la vue ordinaire. Notre chemin nous menait vers les loges délabrées, abandonnées depuis longtemps, des lieux enveloppés dans les légendes les plus sinistres et les plus sombres. Selon les légendes, c'est ici, dans l'une de ces pièces poussiéreuses, que résidait autrefois un certain spectre qui y trouvait refuge. L'entrée de l'une des loges s'est révélée verrouillée, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Rassemblant toutes nos forces, nous avons ouvert la porte en grand. À l'intérieur se trouvait une minuscule pièce, envahie par la poussière. L'unique source de lumière était le reflet pâle d'un miroir déformé, qui métamorphosait tout ce qui l'entourait en ombre sinistre. Au centre de la pièce, tel un gardien oublié, se dressait un vieux chevalet, portant un portrait inachevé, peint d'une épaisse couche d'huile. Sur la toile, une jeune femme était représentée, dont les yeux, emplis d'une tristesse infinie, nous fixaient droit devant. Sa beauté était saisissante, mais chaque trait de son visage témoignait d'une douleur profonde, insupportable. Anya, figée sur le seuil, s'est approchée, murmurant à peine « C'est Elisabeth. » Elisabeth, l'une des plus brillantes primas donna de l'opéra, disparue il y a de nombreuses années dans des circonstances mystérieuses. On disait qu'elle avait été la victime d'un fantôme perfide, mais quelque chose clochait dans cette histoire. Un détail insaisissable ne cadrait pas avec la version officielle. Sous un portrait ancien, fixé sur un chevalet bancal, nous avons découvert un vieux journal usé. La pâteuse page jaunie par le temps recelait une encre délavée. Mais même à travers le voile des années, un style d'écriture familier et reconnaissable se lisait, le même que celui de la lettre qui s'était effritée. C'était le journal d'Elisabeth, mais les pages du journal dévoilaient une histoire tout autre, inattendue. Elisabeth n'était nullement une victime des circonstances. Elle était une complice active. Elle y décrivait en détail ses relations complexes et embrouillées avec un homme qu'elle appelait tendrement et avec révérence mon créateur. Cet homme n'était pas un fantôme au sens commun, effrayant du terme. Il était un artiste, un génie méconnu, rejeté par un monde implacable. Sa vie était une symphonie inextricablement liée à l'art. Il vivait pour lui, il s'en nourrissait et, hélas, il en souffrait. L'opéra devint son sanctuaire, le lieu où, selon ses propres mots, l'art respirait, pulsait, était chair et sang, et où je pouvais enfin devenir une part inséparable de lui. Il y avait aménagé sa demeure secrète, un havre où sa muse, Elisabeth, l'inspirait à créer de véritables chefs-d'œuvre. Mais sa création transcendait la simple peinture. Dans son regard, la beauté résidait
dans les manifestations les plus inattendues, dans la souffrance, dans les émotions profondes, dans l'essence même de l'existence. Il confiait à Élisabeth que son plus grand désir était de capturer son essence véritable, son âme. Il voit ce qui échappe aux autres regards, écrivait Élisabeth dans ses journaux. Il pénètre au plus profond de mon âme, il ressent ma douleur et ma joie, il anticipe ma mort et il souhaite préserver cela pour toujours. Cependant, les écrits d'Élisabeth devenaient de plus en plus troublants. Elle y décrivait de mystérieux rituels accomplis par son énigmatique créateur. Il assurait pouvoir transmettre l'essence même des émotions, les graver dans la matière vivante, les incarner sous une forme palpable. Elle, en revanche, y voyait quelque chose d'effrayant. Son obsession pour elle, son désir ardent d'arrêter le temps, de la rendre éternelle. Aujourd'hui, il a déclaré que tout était prêt, écrivait-elle dans son journal. Il a dit que mon essence vivrait à jamais, enfermée à tout jamais dans sa plus grande création. Le dernier message apparut au lendemain de sa mystérieuse disparition. Je ne suis plus moi. Je suis devenue une partie de lui. Il m'a sauvée de l'oubli éternel. Mais quel est le prix de ce salut? Sa voix résonne désormais partout. Elle me parle à travers les murs de pierre, à travers le silence épais, s'insinuant en chaque cellule de mon être. J'ai peur qu'il ne me libère jamais, murmura-t-elle avec une pointe de désespoir. Maxime souleva avec précaution la vieille caméra, son objectif braqué directement sur lui. « Alors, c'est ça que tu es » souffla-t-il, désignant le portrait énigmatique qui semblait vivant dans la pénombre de la pièce. Au même instant, comme par enchantement, les couleurs sur la toile se métamorphosèrent. Les teintes devinrent d'une richesse incroyable. Chaque coup de pinceau acquérant une vivacité presque palpable. Le visage d'Élisabeth, figé sur le châssis, s'anima lentement, ses yeux semblant se tourner directement vers nous, traversant le temps et l'espace. Dessous la peinture épaisse semblait suinter la vie elle-même. Mais ce n'était là qu'une pâle et douloureuse imitation, l'écho d'une existence autrefois puissante. Et puis, elle se mit à parler. La voix était sans aucun doute la sienne, mais elle résonnait comme un écho lointain, ayant traversé l'épaisseur de millénaires, imprégnée d'une douleur insoutenable et d'une solitude séculaire. Vous êtes venu me chercher. Sa voix résonna, semblant émaner de la trame même de la toile, remplissant l'air d'un tremblement inexplicable. Ou peut-être, êtes-vous venu le chercher lui? Il est là, il est toujours là, dans ces murs, dans l'essence même de ce lieu. Lui, c'est l'opéra, et l'opéra, c'est lui, fusionné inextricablement. À cet instant précis, le sol sous nos pieds trembla sensiblement, comme si le cœur même de l'édifice se mettait à battre. Les murs semblèrent s'animer, remplis d'un souffle invisible. À ce moment-là, nous comprîmes que nos recherches étaient loin d'avoir trouvé un simple fantôme. Nous recherchions une essence incarnée dans l'espace même de cet édifice grandiose. Le créateur Élisabeth, tel un prisonnier de sa propre obsession, avait trouvé une manière véritablement invraisemblable de transplanter sa vie artificielle, sa passion dévorante, directement au cœur de ce lieu, dans la trame même de l'opéra. Il se faisait sentir partout, traversant l'épaisseur des murs, imprégnant l'air, se tissant dans chaque son. Les enregistrements des caméras,
telles des fenêtres vers une autre réalité, commencèrent à dévoiler des tableaux stupéfiants, terrifiants. Chaque surface de l'opéra ancestral semblait s'animer, révélant des signes à peine perceptibles mais effrayants de sa présence omniprésente. Comme éveillés d'un sommeil millénaire, les motifs sur les murs se mirent à onduler, à scintiller, à s'entrelacer, évoquant les mouvements d'êtres vivants, palpitants. La musique que nous percevions, d'un autre monde, captivante, ne semblait pas émaner d'une source précise, mais de la matière même, saturant tout ce qui l'entourait. Sous nos yeux, les ombres glissant sur les parois acquéraient consistance et forme, comme si l'opéra lui-même, ancien et majestueux, donnait naissance de ces profondeurs sombres et inconnues à une myriade de créatures étranges. Ce n'était pas simplement une présence, c'était quelque chose de bien plus effroyable, une véritable dissolution totale. Il absorbait tout ce qui faisait l'âme de l'opéra, tout ce qui en faisait partie, et le transformait en son art, en sa galerie infinie de cauchemars, d'une beauté lancinante. Anya, saisie par une terreur glaciale, se démenait en panique, cherchant désespérément la moindre issue dans cet espace métamorphosé. « Il faut partir !» murmura-t-elle, la voix tremblant d'une peur grandissante. Tout de suite, mais les portes par lesquelles nous étions entrés étaient désormais solidement verrouillées. Elle s'était simplement évanouie, comme si elle s'était dissoute dans l'épaisseur même des murs. Nous étions piégés dans son piège. Il se nourrit de notre peur, souffla Anya à peine audible, son visage d'une pâleur de cire. Il sent notre panique s'intensifier, et cela ne fait que le rendre plus fort. Maxime tentait de maintenir l'appareil photo, mais ses mains ne cessaient de trembler. Nous entendions ses pas. Ce n'était pas l'écho d'une seule personne, mais plutôt le son de milliers, de millions de pas, fusionnant en un seul rythme implacable et vibrant. Ils s'approchaient de toutes parts, emplissant l'air d'un pressentiment sinistre, et à cet instant précis, le tournant décisif s'est produit. Maxime, dans une tentative de déceler une faille, dirigea son regard, amplifié par l'objectif de sa caméra, vers l'ancien portrait d'Élisabeth. L'image de la femme sur la toile devint étonnamment nette, comme si elle prenait vie devant nous. Mais dans ses yeux se lisait désormais non plus l'ancienne anxiété, mais une résolution inébranlable. Elle semblait nous regarder droit dans les yeux, et au fond de son regard, je perçus une supplique silencieuse. Elle savait, sans aucun doute, que nous ne pouvions vaincre cette force, mais en même temps, elle connaissait le chemin du salut. Il n'a pas de pouvoir sur ceux qui n'est pas lui-même, résonna sa voix, un murmure discret qui pourtant retentissait désormais directement dans nos pensées, contournant l'ouïe. Il a tout absorbé, mais pas l'essence même, pas l'enveloppe physique, seule l'âme. Soudain, une phrase d'une vieille lettre me revint, quelque chose concernant l'insaisissable profondeur de la vérité. La vérité est plus profonde. Son art ne consistait pas tant à capturer la vie sur la toile ou dans le son, qu'à l'absorber entièrement, à l'assimiler jusqu'à la dernière goutte. Mais, et si maintenant l'art lui-même pouvait être retourné contre lui, utilisé comme une arme? Et si cette essence même, qu'il cherchait si ardemment à briser et à soumettre, n'était pas cette seule œuvre authentique qu'il désirait si passionnément? Anya, comme si elle avait lu dans mes pensées,
hocha aussitôt la tête, ses doigts parcourant l'écran de la tablette avec une rapidité fiévreuse. Il y a une chance, c'est de la pure folie. Mais il semble qu'il n'y ait pas d'autre moyen. Elle parlait d'une solution radicale. Surcharger tout le système de l'opéra jusqu'à son arrêt complet. Désactiver tous ses composants électroniques. Provoquer un court-circuit tel qu'il pourrait détruire son contrôle à jamais. Mais pour cela, il fallait atteindre le cœur même du système, le panneau principal, qui, selon tous les calculs, se trouvait quelque part dans les profondeurs impénétrables des sous-sols, là où son influence se faisait sentir le plus intensément. Et nous nous sommes dirigés là, dans le fond même de cet endroit, sous l'accompagnement ininterrompu et croissant du chaos généralisé. Un rugissement assourdissant montait, et il semblait que les murs eux-mêmes vibraient, pulsant comme un cœur gigantesque et battant. Nous étions à la merci des ombres, qui prenaient une chair sinistre, s'étirant en silhouettes déformées et anthropomorphes. On y devinait les contours d'êtres humains, mais ils étaient défigurés, dépourvus de toute individualité, simples échos de ceux qui l'avaient jadis englouti sans reste. Enfin, nous atteignîmes la salle où se trouvait le panneau de contrôle principal. Il s'élevait au-dessus de nous, couvert d'une couche séculaire de poussière et de toiles d'araignée. Et là, juste devant nous, il apparut quelque chose qui dépassait l'entendement d'un fantôme ou d'un homme. Des ombres tourbillonnantes de la substance même de cet endroit, il prit forme. C'était une masse colossale d'énergie informe, pulsant dans une danse sinistre d'ombre et de lumière. 6 contours se transformaient sans cesse, révélant des fragments de visage, des bribes de son, des échos des émotions de ceux qui avaient été absorbés par lui. C'était la terreur pure, incarnée dans sa forme la plus pure, la plus primordiale. « Vous ne comprenez pas », dit une voix tissée de 1000 voix, une voix qui faisait trembler jusqu'aux os. « Je suis l'opéra, je suis l'art, je suis l'éternité même. » Anya, le front plissé par la concentration, commença son travail, connectant un à un des appareils complexes au vieux panneau électrique, dont les fils ressemblaient à une toile d'araignée. Lui, invisible mais palpable, tentait de l'arrêter, déversant sur nous de nouvelles vagues de peur glaciale, de doutes tenaces et de désespoir dévorant. Je vis Maxime, notre opérateur, lutter désespérément pour capturer tout ce qui se passait. Mais sa caméra tremblait impuissamment dans ses mains, et son objectif était recouvert de quelque chose de visqueux et de collant, comme les larmes du bâtiment lui-même, imprégné de douleur et de solitude. Et puis, au milieu de ce chaos, je la vis. Le portrait d'Élisabeth, figé sur une toile que nous avions si imprudemment laissée dans la loge, apparut un bref instant dans l'air, juste devant nous, telle une douce apparition enfin libérée de sa captivité séculaire, et elle sourit. Son sourire était empreint de tristesse, mais au sein de cette mélancolie résidait une force étonnante, et l'art, sa voix, discrète mais d'une clarté surprenante, résonna tel le tintement d'une clochette pure. Est impossible à saisir. On ne peut que le voir, le ressentir, mais jamais le dévorer. À cet instant précis, des profondeurs de la salle, s'éleva le cri d'Anna. « C'est fait !»
disjoncteur étincela vivement, et soudain, la lumière s'éteignit. Une vague de silence absolu, stupéfiant, déferla dans tout l'opéra, si soudaine qu'elle en devint assourdissante. Le amas d'énergie, l'incarnation même du Créateur, commença à se désagréger, perdant sa forme originelle, comme s'il se décomposait en ses éléments les plus infimes. Lorsque tout s'immobilisa, nous nous retrouvâmes dans une pénombre. Seuls les fins rayons de nos lampes torches perçant la profonde obscurité. L'opéra était figé, tel un corps mort, sans vie, comme si son âme avait été arrachée à jamais. Nous avions vaincu, ou plutôt, nous l'avions arraché des griffes de son propre et insupportable cauchemar. Mais était-ce vraiment la fin du chemin? La tentative de sortie s'annonçait tout aussi périlleuse. Alors que nous étions sur le point d'atteindre l'issue, que l'espoir d'être sauvés semblait presque palpable, j'ai perçu un murmure familier. Il était plus doux, plus faible qu'auparavant, mais il était bien là. Sa source semblait émaner des profondeurs d'une de ces imposantes colonnes, d'une sculpture qui ne faisait qu'un avec la pierre même du bâtiment. « Tu m'as libéré », a retenti cette voix que j'avais déjà entendue. Mais l'art, il est éternel, il vivra. Je trouverai une nouvelle toile, c'est certain, ai-je répondu. Et nous sommes sortis dans la rue parisienne, baignés par la lumière du matin. Le ciel commençait à peine à s'habiller des premières teintes délicates de l'aube, annonçant un nouveau jour. Mais nous savions tous les deux que nous étions revenus profondément changés. Nous avions vu ce que l'œil humain n'aurait jamais dû observer, frôler la limite qui sépare la réalité de la folie, l'art de l'horreur indicible. Nos notes, comme nous l'apprîmes plus tard, furent loin d'être exhaustives. La majeure partie avait été irrémédiablement endommagée, déformée, comme si le bâtiment même de l'Opéra Garnier, ce lieu énigmatique, avait cherché par tous les moyens à effacer les traces de notre audacieuse intrusion. Pourtant, même les miettes d'informations qui avaient survécu suffirent à semer le doute dans les esprits. Peut-être que la légende du fantôme de l'Opéra Garnier n'était pas qu'une simple fiction. Peut-être était-ce l'histoire d'un artiste devenu lui-même une œuvre d'art. Il continuait toujours sa quête d'inspiration, toujours assoiffé de trouver une nouvelle toile pour ses idées. Et peut-être qu'un jour, alors que vous déambulerez tranquillement dans les salles désertes de la majestueuse Opéra Garnier, vous percevrez un murmure léger et discret, sentirez une touche légère et évanescente sur votre peau, comme si une main invisible vous avait effleuré. Et alors, vous verrez les ombres s'animer et se mouvoir doucement, dansant sur les murs anciens. C'est à cet instant précis que vous comprendrez, sans aucun doute, qu'il est toujours là, toujours présent, attendant patiemment.